webinaire d'Extrémité consacré aux nouveautés de la V10 et à la réforme de la facturation électronique. Nous sommes le 5 décembre 2023 et vous allez voir que l'actualité est assez riche en termes de nouveautés et de nouvelles sur la réforme de la facturation électronique. J'ai la chance d'être accompagné ce matin de Sandrine Laurent, consultante avant-vente chez Sage. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Et donc, je suis Benoît Chalat, donc je suis consultant formateur pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir de déjà rencontrer. Donc, je suis consultant formateur chez Extrémité sur les produits Sage 100, plus particulièrement sur tout ce qui touche autour de la comptabilité et de la gestion commerciale. Et donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter ce matin, accompagné de Sandrine, ce webinaire. Une rapide présentation d'Extrémité pour ceux qui ne connaissent pas ou peu. Donc, on est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, on est une entreprise de services numériques d'une trentaine de collaborateurs, ça je l'ai déjà dit, et on a 23 années d'existence. On a la chance de compter 150 clients qui sont majoritairement dans la région des Hauts-de-France, parce qu'on a un acteur essentiellement régional. On propose une offre transversale, globale et unique autour de différents pôles qu'on va revoir juste après. Donc, on a une entreprise à taille humaine, on est indépendant financièrement et on a un vrai engagement, comme je disais, sur le territoire régional, puisque la majorité des sociétés avec lesquelles on travaille sont sur la région des Hauts-de-France. Quelques références parmi elles. Donc, on travaille sur tout secteur d'activité, quasiment, alors il va bien y avoir quelques exceptions, mais on a des entreprises à la fois dans le service, dans le domaine du médical, dans le domaine de la prestation de services, je l'ai dit, dans le secteur agroalimentaire également. Voilà, donc on a la chance de compter parmi nos clients vraiment des entreprises de plusieurs secteurs d'activité, ce qui est une vraie richesse aussi pour nous en termes de prestations qu'on peut offrir. Donc c'est vrai que c'est quand même relativement intéressant de pouvoir compter sur des sociétés de différents types de services. Nos expertises, donc je vous l'ai dit, on a la chance de compter une offre transversale assez unique, puisqu'on va couvrir à la fois les domaines de la cybersécurité, donc tout ce qui concerne les firewalls, bien sûr, les antivirus, mais aussi tout ce qui permet de protéger donc, votre entreprise. Autour du réseau, on va avoir des domaines d'intervention qui vont couvrir tout ce qui est messagerie, les serveurs, bien sûr, les postes de travail. Une offre également sur la partie téléphonie, donc ce qu'on appelle la téléphonie IP, avec la possibilité de proposer une solution complète de communication qui va inclure à la fois des fonctionnalités telles que les webconférences, ce qu'on est en train de faire actuellement, mais également la partie softphone sur les PC, donc avoir une offre vraiment qui va être sur la partie téléphonie tout à fait complète. On propose également de l'hébergement, donc le grand mot étant le cloud. Voilà, donc on a une offre pour héberger à la fois vos solutions de gestion, mais également différents types de données. On a également, bien sûr, un service gestion. Donc, le service gestion, c'est le service pour lequel je travaille plus particulièrement. Donc, ça sont les logiciels, donc, que ce soit au niveau de la gestion, de la comptabilité ou de la paye. On va avoir des domaines d'intervention autour des ressources humaines, de la gestion commerciale, la comptabilité, finance et le décisionnel. Au sein de ce service, on va également avoir la possibilité, donc on a également un service de développement, donc, qui fait partie du grand service chez nous des solutions applicatives. Donc le développement, c'est à la fois pouvoir développer des solutions sur mesure et évolutives, mais également des solutions connexes à vos logiciels de gestion. Donc c'est vraiment un pôle pour créer vraiment vos solutions sur mesure. On a également une offre digitale. Donc nos domaines d'intervention vont être de la création au refonte de sites web, au référencement web et à tout ce qui est acquisition de trafic, des applications mobiles, la synchronisation de votre site web et aussi avec votre ERP. Voilà, ça aussi c'est des choses qu'on a pu déjà faire. Et un peu plus récemment, on fait également
de l'externalisation de la paye, donc avec un service de paye qui va être externalisé, qui va vous permettre de déléguer en fait simplement la gestion de votre paye à un prestataire régional de confiance, puisqu'on va s'occuper de la réalisation des bulletins de paye, aux déclarations sociales, en passant par les éditions et les envois. Voilà. Donc ça, c'est également une des activités qu'on peut vous proposer. Donc comme évoqué, on va vraiment avoir une solution qui va être transverse, hein, donc avec des synergies entre les différents services, voilà, qui vont pouvoir vous proposer et vous accompagner dans vos processus de digitalisation. On va désormais, je vais désormais passer la parole à Sandrine, qui va nous parler de la facturation électronique. On va revenir un petit peu donc ce matin avant de parler un peu des nouveaux TV10, on va revenir ce matin un peu sur l'essentiel de la facturation électronique, puisque ça fait maintenant quelques mois qu'on en parle. Il y a déjà eu quelques séminaires, quelques webinaires à ce sujet. Voilà, mais c'est important de commencer à bien intégrer toutes ces informations et puis à voir vers où ça nous conduit. Je te laisse la main, Sandrine, sur le sujet. Merci beaucoup. Donc effectivement, je souhaitais revenir avec vous sur l'essentiel de la facture électronique. Tout simplement pour se rafraîchir un peu les idées et surtout vous dire où est-ce que l'on en est, puisqu'il y a eu quelques modifications qui sont apparues la semaine dernière. Donc voilà, c'est de faire un petit point. Le premier point, c'est déjà qu'on soit tous d'accord sur le fait de se dire ce qu'est la facture électronique et surtout ce qu'elle n'est pas, pour que ça soit clair dans les esprits de tout le monde. Une facture électronique, c'est tout simplement une facture au format électronique. Alors là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est-à-dire qu'elle va contenir des données qui vont être tout simplement structurées et à des formats qui sont normalisés, qui sont standardisés. Alors, on parle principalement de facture X, de format UBL ou de format C2I. Donc, tous ces éléments-là sont de la facture électronique. Et puis surtout, une chose importante, c'est qu'une facture électronique, c'est une facture qui va être transmise à vos clients, mais via une plateforme. Donc, comprenez bien là que j'insiste vraiment sur ces éléments-là pour tout simplement vous dire que la facture électronique n'est pas une facture que vous gardez en papier. C'est surtout pas une facture que vous envoyez en PDF à un de vos clients par mail. Non, une facture électronique, là j'insiste bien, est bien structurée, est bien transmise via une plateforme. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avant qu'entre en compte la facture électronique, c'est qu'on va avoir un cheminement et on va faire certains traitements. On part ici, on a un fournisseur, on a un client. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En tant que fournisseur, je vais préparer ma facture. Alors, je la fais via un logiciel, je la fais sous Word, sous Excel encore. Ensuite, je vais l'imprimer. Je vais l'imprimer en principe en 2 exemplaires. J'en envoie un à mon client, j'en garde un. Je vais la stocker dans un classeur, dans les armoires que vous avez peut-être derrière vous, qui commencent à être pleines. Forcément, si je l'envoie par courrier, je vais la franchir. Je peux aussi, dans certains cas, l'envoyer par mail. Et puis surtout, c'est que je vais faire un suivi important, de suivi de ma facture, de relancer mes clients s'ils n'ont pas réglé. Et ensuite, là, j'ai aussi des traitements à effectuer puisque je vais transmettre des données à l'administration, moi en tant que fournisseur, vous l'avez bien compris sur la TVA, et mon client va en faire de même à l'administration fiscale. Donc ça, c'est le process que vous connaissez, que vous maîtrisez, qu'on fait depuis des années. Maintenant, avec la facture électronique, donc quand on parle de facture électronique, je vous redonne juste un petit mot de vocabulaire, on parle de e-invoicing. On va faire quoi? On va préparer notre facture. Une fois qu'on a préparé notre facture, on va l'envoyer non pas à mon client directement, mais via une plateforme, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la facture électronique passait obligatoirement par une plateforme. Et là, sur les plateformes, je ne vais pas vous refaire tout le laïus, mais soit on passe par le PDP, donc par une plateforme dématérialisée partenaire, soit on fait le choix de passer par le portail public de facturation, le PPF. Et ensuite, mon client va être averti et va aller réceptionner la facture directement.
Dernier élément qui va se produire, eh bien, il va y avoir une déclaration à l'administration fiscale de certains flux, effectivement, liés à ce niveau-là, à la facture. Donc, vous comprenez bien, ici, on a beaucoup moins d'étapes. Donc, le but, c'est aussi de simplifier les flux, de simplifier les traitements pour les entreprises sur la facture électronique. La facture électronique, elle est pour qui? Elle est pour toutes les entités qui sont soumises à la TVA. Qu'on soit une entreprise publique, une entreprise privée, du moment où je suis assujettie à la TVA, je vais rentrer dans le process de la déclaration, dans le process, pardon, de la facture électronique. Et ce, quel que soit mon chiffre et quelle que soit ma forme juridique d'entreprise. Alors, vous avez ici, sous les yeux, l'ancien calendrier. Voilà, qui avait été annoncé il y a quelque temps avec eh bien, une première échéance qui était au 24 juillet 2020, au 24 juillet, pardon, au mois de juillet 2024, pour la réception pour tout le monde en tout cas, et pour l'émission pour les grandes entreprises, avec une période de test effectivement qui devait débuter janvier 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé des bouleversements, tout simplement. C'est que changement du point de vue de l'administration et il y a quelque temps, on nous a dit effectivement, attention, ce calendrier-là ne sera plus le même. Il va y avoir des décalages et derrière, forcément, des modifications liées à ce calendrier. Alors, il y a eu un amendement qui est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour remettre ce calendrier, puisqu'il a changé entre-temps, entre le moment où ils ont décidé, le moment où là l'amendement est passé. Mais attention, la loi de finances n'étant pas validée encore, on pourrait être amené à avoir un calendrier qui bouge. En tout cas, à aujourd'hui, vu l'amendement, si l'amendement et la loi de finances ne bougent rien, on reste toujours sur nos trois parties. Première date importante, juillet 2025, où là, toutes les entreprises, et ce, quelle que soit leur taille, auront obligation de faire la réception des factures électroniques. En juillet 2025, les grandes entreprises auront l'obligation de faire et la réception et l'émission. Septembre 2026, les ETI auront l'obligation de faire l'émission, puisqu'elles feront déjà la réception depuis juillet 2025. Et septembre 2027, pour les TPE, PME, ça sera l'émission, puisque la réception, ils la feront depuis quelques temps sur juillet 2025. Donc ça, c'est, je dirais, le calendrier prévu, en tout cas, le dernier calendrier prévu sur ces éléments. Alors, pourquoi ce décalage? Juste pour la finalisation du PPF et la classification, en tout cas, des PDP. Petite parenthèse, à aujourd'hui, aucune société n'est PDP. Il n'y a pas eu de validation sur les PDP. Donc, si vous avez des entreprises qui vous disent « on est PDP, on a notre numéro de certification », il n'y a pas de numéro. Il y a juste eu des dépôts de candidatures et des candidatures qui ont été effectivement validées dans un premier temps, mais non encore avec un numéro. Et sachez que Sedge s'est porté effectivement pour être PDP. Donc, on a eu un très bon accueil en tout cas et une très bonne note, en tout cas sur notre PDP, mais aujourd'hui, on n'a pas de numéro puisqu'il n'y a encore rien qui a été effectué. Donc, voilà un peu le calendrier, juste pour vous redonner un peu ces différentes dates. Pour revenir aussi sur du vocabulaire que vous allez entendre parler, qu'il faut vraiment assimiler, quand on parle de facture électronique, on va parler de e-invoicing et de e-reporting. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais ça veut dire quoi? C'est tout. Vous allez voir, c'est très, très simple. Le e-invoicing, c'est le fait de faire de la facture électronique, c'est-à-dire de faire l'émission et la réception de mes factures électroniques via une plateforme dématérialisée, que je passe par un PPF, par un PDP, peu importe.
Et ça va concerner tout simplement les transactions en B2B, donc d'une société française vers une société française, ou en B2J vers le gouvernement. Donc, c'est-à-dire que là, pour certains, si vous travaillez déjà avec Chorus Pro, eh bien, c'est simplement ces transactions aujourd'hui que vous faites via Chorus Pro, puisque là, il va y avoir la plateforme de Chorus Pro qui va tout doucement glisser vers le PPF. Donc, comme ça, vous allez directement avoir ces éléments-là. Donc, ça, c'est dans le cadre effectivement du e-invoicing, où là, je suis vraiment dans la facture électronique. Et dans la facture électronique, on voit bien ici qu'on est vraiment sur des transactions France. Maintenant, il y a certaines transactions qui ne vont pas rentrer dans le cadre de la e-facture, de la facture électronique. Et dans ce cas, eh bien, je vais continuer à avoir des factures qui vont m'arriver vers des flux différents. Et dans ce cas, pour ces factures précises qui ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique, je vais devoir faire du e-reporting. C'est-à-dire que je vais devoir renvoyer certaines informations, certaines données sur des opérations qui ne sont pas concernées par la facture électronique. Et cette transmission de données va obligatoirement passer par la plateforme de l'administration qui va envoyer ces informations. Et ces informations de e-reporting, ce sont les transactions en B2C ou B2B international, où là, je vais être, moi, société, par exemple, française, qui travaille vers une société soit européenne, soit une société autre, par exemple aux États-Unis. Eh bien, dans ce cas-là, je vais devoir faire du e-reporting, c'est-à-dire être capable d'envoyer certaines informations. Et ces informations, vous l'avez certainement compris, c'est pour faire des vérifications concernant la TVA, où là, je vais devoir envoyer certaines données. Donc ça, c'est pour vous redonner en tout cas les informations sur du e-invoicing et du e-reporting. Ensuite, je vais avoir des flux et des circuits qui vont se passer, puisque je vous ai dit, vous pouvez passer par le portail public de facturation, par le portail public de facturation, qui est le PPF, ou alors vous pouvez faire le choix également de passer par un PDP. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier cas? Alors, si tu peux, voilà. Si tu peux juste cliquer encore un petit peu, voilà. J'ai mon entreprise C qui travaille avec mon entreprise D. Personne ne prend de PDP. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon entreprise C va envoyer la facture. Le portail de facturation, c'est, je dirais, le cœur de la facture électronique, puisque ça va être là où je vais avoir un annuaire. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, je ne vais pas demander à mon client, dis-moi si tu passes par le PPF, ou dis-moi si tu passes par un PDP, ou dis-moi si tu passes sur plusieurs PDP. Je vais tout simplement venir... Alors, ce n'est pas vous qui allez interroger, on est bien d'accord, c'est le flux qui va se faire en automatique. On va aller interroger le PPF pour dire, dis-moi si l'entreprise D passe par le PPF ou passe par un PDP, et s'il passe par un PDP, dis-moi lequel. De cette manière-là, on saura vers qui envoyer les informations. Donc, on a cet annuaire qui sera à chaque fois interrogé. Une fois qu'on a interrogé l'annuaire, eh bien, la facture va partir sur le PPF, va avertir la société D, et la société D va aller rechercher simplement sa facture, et il y aura une transmission administrative. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, j'ai mon entreprise A, mon entreprise B. L'entreprise A a un PDP. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais envoyer une facture. Ma facture va aller sur mon PDP. Mon PDP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement interroger mon PPF. Dis-moi où ma société B ce qu'elle va utiliser. Un PPF, le PPF ou le PDP. Il utilise un PDP, très bien, je vais avoir le nom. Ensuite, mon PDP va aller directement déposer la facture sur le PDP de mon client, et ensuite, mon client va être capable d'aller rechercher sa facture. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. On a ces interrogations qui se font en automatique, interrogation du PPF, et ensuite, les PDP continuent à faire leurs transactions. Autre cas, ma société A, qui est toujours avec un PDP, va interroger au moment de l'envoi de la facture le PPF pour dire « dis-moi comment fonctionne l'entreprise D ». L'entreprise D fonctionne directement sur le PPF. Eh bien, très bien, le PDP de ma société va mettre à disposition sur le PPF la facture de mon client.
Et mon client D va tout simplement aller rechercher sa facture. Et dernier point, ma société C, donc qui moi, je passe directement par mon PPF, je lui dis, dis-moi comment fonctionne mon entreprise B. Et là, on va me dire, bah, l'entreprise B passe par une plateforme spécifique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, ma facture va être déposée sur mon PPF, puisque moi, je n'ai pas de PDP. Et le PPF va aller déposer sur le PDP de mon client sa facture, et mon client va aller la rechercher. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment très facilement, très simplement. Et là, vous avez à l'écran le schéma complet. Alors, vous comprenez bien, on n'a pas voulu vous le montrer comme ça d'un seul coup parce que ça peut être compliqué, mais en prenant les différents cas, vous voyez qu'au final, les transactions vont se faire vraiment très simplement, très facilement. Aujourd'hui, vous comprenez bien qu'il y a une complexité, en tout cas, de la mise en place de la facture électronique. Il y a des cas d'usage métier qui sont encore à l'étude. Et nous, Selge, on a un rôle d'information et surtout, alors il y a un site qui est hyper bien fait, c'est sur le site de la DGFiP. On vous a mis le lien ici où vous avez vraiment les cas spécifiques qui ont été étudiés, sur lesquels on a donné des informations et les cas spécifiques qui sont encore à l'étude. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette fiche. Elle est actualisée régulièrement. Et là, ça permet vraiment d'avoir des informations très précises sur les différents cas. Pour en terminer sur cette partie de facturation électronique, le cycle de vie d'une facture est important parce qu'aujourd'hui, si on passe par une plateforme, si on passe par de la dématérialisation de mes factures, c'est que le but aussi, c'est de pouvoir suivre plus facilement et plus simplement mes factures. Aujourd'hui, quand j'envoie une facture, je me heurte dans le cas de retard de paiement, alors volontaire ou non volontaire, mais quand c'est plutôt volontaire, à des clients qui me disent bah, j'ai pas reçu ta facture, je retrouve plus ta facture. Là, le fait de dématérialiser, c'est qu'on va avoir une traçabilité et c'est qu'on va être capable de voir à tout moment où est-ce que ma facture en est. Par défaut, on a 4 statuts qui vont être obligatoires. Le statut déposé, le statut rejeté, le statut encaissé et le statut refusé. Ce sont les 4 statuts obligatoires et ensuite, on va avoir des statuts intermédiaires qui pourront être utilisés pour avoir vraiment et savoir dans l'entreprise de mon client où en est en tout cas ma facture. Donc, à tout moment, si mon client est allé rechercher la facture, s'il l'a ouvert, je vais le voir et là, il ne pourra plus dire effectivement, écoute, je n'ai pas reçu ta facture, est-ce que tu peux me la renvoyer? On a vraiment une traçabilité et là, c'est vraiment une aide qu'on va avoir pour avoir des paiements qui ne sont plus retardés autant à ce niveau-là. C'est vraiment la réduction du temps de paiement pour avoir de la trésorerie tout simplement dans les entreprises. Donc voilà un peu le résumé qu'on voulait vous faire en tout cas sur la facture électronique. Je te laisse reprendre la parole. Merci Sandrine, merci pour cette présentation de la facture électronique. Très bonne synthèse. Comme ça vient d'être évoqué, effectivement, la question qui va se poser, c'est comment se préparer forcément pour cette réforme de la facturation électronique. Aujourd'hui, le calendrier a certes évolué. Ça nous laisse un petit peu d'air, on va dire, pour se préparer tous sereinement. Parce que c'est vrai que les premières échéances étaient quand même prévues assez rapidement, puisqu'on parlait de 2024 et on est déjà fin 2023. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas de secret, mais je pense que peu d'entreprises étaient forcément complètement prêtes aussi à démarrer en juillet 2024 pour la réception des factures. Donc il aurait fallu mettre vraiment l'accélérateur. Aujourd'hui, on a un petit délai qui est pressenti puisqu'on va arriver sur du 2025 pour la réception. Et donc, l'idée, ça va vraiment être de commencer à anticiper toutes les modifications parce qu'effectivement, l'enjeu qui a été abordé par Sandrine à l'instant, c'est comment orienter ces flux. Et donc, en quoi Selge 100 V10 va vous accompagner sur ce sujet? C'est un des premiers éléments de réponse qu'on va vous présenter. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette version 10, donc, elle suit assez logiquement la version 9.
elle est disponible depuis mi-septembre. Donc on a déjà commencé à en déployer quelques-unes, hein, forcément. Et elle va vous offrir la possibilité d'avoir une nouvelle option qui va être le Data Clean and Control, qui va vous permettre de vous préparer à la facturation électronique. Puisqu'aujourd'hui, vraiment, ce qui va être essentiel, c'est de commencer à se préparer, à anticiper pour actualiser ces données et pouvoir également passer sur une phase de test, puis sur une phase d'exploitation. L'idée étant de ne pas s'y prendre forcément à la dernière minute et de faire ça dans le stress, mais vraiment d'anticiper, de commencer à préparer tous les cas qu'on peut avoir dans son entreprise. Commencer à enrichir aussi ses bases de données, parce que aujourd'hui, on n'a pas forcément des bases de données qui vont être parfaitement enrichies. Ça peut être un peu hétérogène en fonction des différents logiciels qu'on utilise. Donc forcément, cette phase d'anticipation, elle va quand même être importante et aussi être conséquente. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser ce matin aussi à cette phase. Puisqu'effectivement, je reviens dessus, il y a cette notion d'identification des flux. On a parlé à l'instant de l'annuaire. On a parlé des différents types d'assujettissement possibles. Est-ce que je suis concerné par le invoicing? Est-ce que je suis plutôt concerné par le e-reporting? Tout ça, c'est des informations forcément qu'il va falloir mettre au niveau de son logiciel. Et donc, dans la version 10, on va avoir les premiers champs qui vont permettre d'identifier déjà effectivement les sociétés. Hein, donc, ça paraît évident, mais toutes les sociétés sont identifiées par un numéro de SIRET qu'il va vraiment falloir mettre à jour au niveau de sa base de comptabilité. Donc, quelquefois, lorsque j'ai un logiciel de gestion commerciale, si je n'ai que Sedge en gestion commerciale ou que Sedge en comptabilité, il se peut que l'information soit présente dans un autre ERP. Donc, attention à ces notions. Hein. Il va falloir renseigner également les identifiants, le type d'entité, le type de transaction que j'effectue, hein, puisque ça aussi, ça va être des notions qui vont être importantes au niveau de la communication et de ce qui est attendu par l'administration fiscale, c'est la notion de type de transaction. Est-ce que je suis plutôt dans de la vente de biens, de la prestation de services, voire du mix? Et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir que je communique toutes ces informations. Donc, il va falloir que je prépare également le type de TVA, les règles de taxation. Tout ça, c'est des choses qu'on va devoir préparer au niveau des bases de données. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on a un premier calendrier, hein, donc voilà, avec des dates estimatives, mais si on se positionne un peu sur le futur et ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est des enrichissements qu'on va pouvoir du coup mettre en place progressivement et sereinement, mais qui risque également en plus d'évoluer un petit peu à la marge, puisque aujourd'hui les formats sont quand même définis, ce qui est attendu c'est quand même défini. Il pourrait y avoir des évolutions par rapport au cas métier, ce qu'on a évoqué précédemment également, mais voilà, il va vraiment falloir identifier le flux à transmettre au PPF en général, en fonction de l'acheteur, de sa localisation et de son assujettissement. Donc tous ces champs, comme je l'ai évoqué, ça va être des nouveautés qui sont déjà présentes sur la V10. Alors, il y a plusieurs nouveautés qui n'en sont pas vraiment, puisque pour certains, ceux qui étaient passés sur les V7 ou les V8, on va voir le retour donc, de l'API Sirène. Donc l'API Sirène, c'est une petite API qui va nous permettre d'aller interroger directement l'INSEE, hein, si je dis pas de bêtises, et qui va aller rechercher des informations par rapport au début d'un intitulé, et donc qui va permettre aussi d'aller récupérer le numéro de SIRET, qui est très très nécessaire du coup, hein, vous l'aurez bien compris, puisque ça va être notre identifiant. On va également avoir donc les nouveaux champs, donc dans les paramètres société, au niveau des codes taxes, au niveau des fiches tiers. Je ne vais pas forcément passer dans le détail, ça on pourra effectivement le revoir lors de mise en place des versions 10, mais il y a tout un tas de champs qui sont à aller compléter. Également, au niveau des registres de taxes, on s'y prépare, puisque aujourd'hui, des éléments qui vont être importants, ça va être de bien gérer ces notions de code taxe. Donc, quelquefois, c'est quelque chose qui a été un peu laissé de
de côté ou pour lesquels, on va dire, on n'a pas forcément, on les a pas forcément utilisés dans les règles de l'art. Donc, des améliorations ont déjà été apportées au niveau de cette version 10, notamment le fait de pouvoir les importer. Ça, c'est assez intéressant parce que un des sujets qu'on pouvait avoir, un des freins qu'on pouvait avoir à l'utilisation des registres de taxes, c'était donc les registres de taxes qui servent pour l'état préparatoire à la déclaration de TVA notamment. Un des freins qu'on pouvait avoir à cette utilisation du registre de taxes, c'était le fait que si j'importe dans ma comptabilité Sage des données de vente qui proviennent d'un autre logiciel, le calcul du registre de taxes ne se faisait pas. Le calcul du code taxe ne s'appliquait pas. Ça, c'est corrigé, si on veut, si on considère que ce n'était pas normal, sur la version 10. Également, on va avoir des choses de suppression du registre de taxes lorsque je vais délétrer. Par le passé, il fallait aller supprimer son registre de taxes. On va également avoir des nouveaux critères de sélection au niveau de la régénération des registres de taxes. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de régénérer leur registre de taxes, il y a peu de critères. De nouveaux critères ont été ajoutés par Sage et on les en remercie. On va également avoir, alors c'est en lien avec la facturation électronique, mais avec les versions 9, on avait la possibilité de déjà envoyer les factures au format FactureX. Maintenant, on peut désactiver cette FactureX, on va dire temporairement, puisque si vous avez la gestion commerciale de Sage, le format FactureX fait partie des formats retenus. Donc, c'est désactivé pour mieux réactiver ensuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, on le désactive parce que la base de données n'est pas suffisamment prête et que ça occasionne des messages d'erreur, le plus courant étant sur les codes pays. Voilà, donc, on a maintenant la possibilité sur la V10 de désactiver cette notion. Comme je disais, c'est reculé pour mieux sauter, puisque par la suite, c'est quand même un format qui sera utilisé. Donc, on a déjà quelques nouveautés sur la version 10 qui ne concernent en fin de compte, qui sont plutôt orientées facture électronique. Donc ça, c'est important. Tous ces champs, tous ces éléments sont des choses vraiment orientées sur ce sujet-là. Je vous ai parlé de l'option Data Clean and Control. Donc, le Data Clean and Control, quels sont ses objectifs? Les objectifs, c'est simple. C'est de s'assurer que dans le temps, alors on va dire au départ aussi, mais également dans le temps, que les données obligatoires pour la facturation électronique sont bien renseignées. On parlait du code pays, je prends cet exemple-là parce que du coup, il est assez simple, mais si je travaille avec un client en Belgique, il faut que son code ISO 2, donc BEL, soit renseigné dans le volet international. Et ben ça, c'est un contrôle qui va être effectué. Et également, il faut que le pays soit renseigné sur le client en Belgique. Donc ça, c'est des éléments qui vont être contrôlés par le Data Clean and Control que je vais vous présenter juste après. Donc l'objectif, c'est vraiment ce contrôle des données obligatoires. Ça va permettre de fiabiliser aussi la nature des flux. Donc demain sera enrichi avec tout ce qui est cas métier. Parce que comme évoqué, il y a pas mal de particularités en termes de facturation. Les factures, c'est pas toujours aussi simple que j'envoie ma facture au client et c'est terminé. Il y a quelques cas métiers qui s'appliquent à différentes typologies d'activités qui seront redéfinies. Demain, ça va nous permettre donc de sécuriser en fin de compte ce Data Clean and Control, la capacité de facturation émise-reçue et de mettre en œuvre les actions correctives. Ça va nous indiquer quel est le souci. Je vous l'ai dit au début, je ne trahis pas de secret, forcément ça va être un outil qui va être pérenne et évolutif puisque la mise en place de la facture électronique va avoir lieu, comme évoqué par Sandrine également, forcément il peut y avoir des évolutions, que ce soit un peu sur la norme, au niveau des champs, au niveau des contrôles, et donc il faut que cet outil Data Clean and Control évolue en fonction des évolutions légales, si je puis dire.
Une évolution au niveau de la norme. Je fais souvent le parallèle avec la DSN lorsqu'on parle de facturation électronique. C'est un petit peu la DSN de la facturation quelque part, puisqu'on va retransmettre des données à l'administration fiscale. Donc ces données, elles doivent être normées. Il doit y avoir il y a des règles à respecter au niveau de l'envoi. Et il y a quelque part aussi des formes de phases pour ceux qui l'ont mis en place au début, au niveau de la DSN, il y a eu la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3. Voilà, donc avec des évolutions, avec des nouvelles choses qui rentrent en compte. Donc on est un peu sur ce système et sur ce type de projet. Donc c'est important de vous sensibiliser aussi sur cet axe-là. Au niveau du data clean and control, à aujourd'hui, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Alors, ici, on vous a mis un petit tableau récapitulatif de ce qu'il fait déjà et de ce qu'il fera probablement, de ce qui permettra de faire probablement plus tard, puisqu'aujourd'hui, il y a encore forcément des évolutions à prévoir. Aujourd'hui, ça va nous détecter en masse les anomalies de paramétrage, les codes USO, les unités de vente, les devises, les pays. Ça va nous détecter en masse l'absence ou l'incohérence sur des tiers. Et ça va nous permettre de définir un périmètre de contrôle sur des tiers mouvementés ou non. Donc ça, c'est des petits filtres qui vont pouvoir être faits. Parce qu'aujourd'hui, la solution, si on est en V10, c'est si on n'a pas cette option qui pour moi est vraiment indispensable. Si on n'a pas cette option, ça veut dire que les modifications au niveau de la base de données sont à apporter manuellement et à contrôler manuellement quelque part. Alors, on peut imaginer faire des requêtes, etc., mais ça risque d'être très, très fastidieux. D'autant que les règles vont évoluer, comme on s'en doute. Voilà, donc on va avoir des indicateurs sur votre capacité à émettre, recevoir une facture sur la liste des tiers. Ça, je vous montrerai également après. Et par la suite, donc, ce qui est déjà prévu en V10 pour être conforme facture électronique, c'est cette API Sirène. Alors, c'est plus une aide, c'est pas ça qui vous rend conforme à la facture électronique, mais c'est plus une aide, le fait d'avoir l'API Sirène, qui avait été décommissionné il fut un temps et qui est de nouveau commissionné, on va dire. On va également avoir le VIES qui va être là pour les numéros de TVA. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont présentes dans la V10 et qui vont permettre de maintenir un certain niveau d'information au niveau des bases. On peut demain faire les imputations comptables, bien sûr, manuelles, et on va pouvoir faire le rapprochement manuel des documents d'achat dans la gestion commerciale. Là, c'est sur un volet ACS, d'ailleurs, qu'on verra aussi, que Sandrine nous remontrera juste après, enfin, nous en parlera juste après. Je vous propose donc de passer, donc il va y avoir d'autres évolutions, notamment les extensions aux écosystèmes de l'entreprise, aux autres PDP, puisque comme ça a été évoqué, effectivement sur le schéma qu'on appelle en Y, on va avoir la possibilité de s'interconnecter à d'autres PDP. Voilà, donc ça, il y a déjà une partie obligatoire pour les PDP de pouvoir, je crois, s'interconnecter avec un autre PDP au minimum. Donc effectivement, ce qui est prévu dans les futures versions, c'est de pouvoir étendre l'écosystème de l'entreprise aux autres PDP. Je vous propose de vous montrer un petit peu ce que fait Data Clean and Control. Donc là, on va faire une démonstration sur Data Clean and Control assez rapide, mais ça va nous permettre quand même de bien visualiser tout ce qui est déjà possible de faire et quel est son intérêt dans le cadre de la facturation électronique et surtout pour anticiper la RFE, comme on voit souvent l'acronyme maintenant, donc la réforme de la facturation électronique. Donc, je prends l'exemple ici de la gestion commerciale. Alors, dans ma gestion commerciale, je vais retrouver, si j'ai souscrit à l'option, donc première chose à savoir au niveau de la facturation, enfin de la facturation électronique, non, de l'option Data Clean and Control, c'est qu'il s'agit d'une option, c'est pas un module qui est installé en particulier, c'est-à-dire que c'est embarqué dans la version 10 et activé par votre clé d'authenticité, un petit peu comme toutes les options qu'on pourrait avoir, type l'option analytique en comptabilité, l'option rapprochement bancaire automatique, ce genre de choses. Ça fonctionne sur le même système. Donc, c'est juste une clé qui est à prévoir. On va retrouver ici donc, un petit volet qui va s'appeler « En route pour la facturation électronique » avec des éléments donc, qui vont être dégrisés dès lors que je vais utiliser l'option Data Clean and Control.
Donc, la première chose à utiliser au niveau de l'option d'Attack and Control, ici, je vais avoir un assistant de mise en conformité qui, lui, va m'aider déjà, il va m'expliquer ce que c'est. Donc, la facturation électronique, c'est un rappel, c'est une obligation légale qui va concerner toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Et pour être prêt à cette facturation électronique, donc avant de lancer l'analyse, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est quand même préconisé d'avoir déjà fait une première vérification. Néanmoins, on va pouvoir être accompagné pour ce paramétrage. Il y a également ici une petite analyse avec la cartographie des données qui est contrôlée. Voilà, parce qu'aujourd'hui, et par la suite, il y aura certainement davantage de tests combinatoires. Effectivement, il faudra vérifier que tout est en cohérence. Donc, lorsque je vais faire ici suivant, je vais avoir deux volets possibles. Donc, soit je ne contrôle que les paramètres des tables de paramètres société, donc les informations générales de l'entreprise. Soit j'effectue les contrôles de cohérence des comptes tiers, ou alors je fais les deux. On va commencer, je vais juste vous montrer ici le contrôle des tables paramètres société parce que c'est assez intéressant. C'est déjà dans mes paramètres de base du logiciel, est-ce que tout est conforme à la facturation électronique? Eh bien, ici, si je lance mon petit test, le logiciel va m'indiquer les éléments qui seront à corriger pour être en conformité. Donc ici, on voit que de mon côté, principalement, je vais avoir un souci sur un mode de règlement. Donc le mode de règlement ici, bon d'achat, qui n'est pas forcément le plus communément utilisé, mais on voit qu'il manque un code EDI. Et ici, il me met une petite croix pour m'indiquer que c'est potentiellement bloquant. Donc lorsque je vais double-cliquer, le logiciel, vous voyez ici, le Data Clean Control va me mettre directement dans le menu concerné. Et ici, effectivement, je vais pouvoir constater que pour mes bons d'achat, mon code EDI n'est pas renseigné. Alors ça, après, le code EDI, on peut le retrouver en faisant une recherche sur Google. Pour le coup, on me l'a déjà donné à l'oral, mais je vous avoue que je ne l'ai pas retenu. Donc, voilà, il faut savoir que ici, il va y avoir des contrôles qui vont être faits. Il va y avoir des contrôles qui vont être faits au niveau des taux de taxes. Pareil, au niveau du code EDI du taux de taxe, ici, doit être renseigné si c'est utilisé. On va avoir des contrôles ici au niveau des unités d'achat et de vente, parce que tout ça, c'est des informations qui vont être présentes dans les informations qui sont communiquées au niveau de la facturation électronique. Donc forcément, le logiciel, lui, va faire des contrôles au niveau des paramètres société. De manière plus générale, un des contrôles qu'on va souvent voir, je pense, en anomalie au démarrage, c'est, je vous l'ai déjà un peu évoqué, au niveau international, dans les pays, on va retrouver ici une anomalie où il va manquer le code ISO de la Belgique, par exemple. Et bien, si je fais ça, si je fais mon assistant de mise en conformité, et je demande ici, vous voyez, il m'indique que le code ISO 2 du pays doit être renseigné si utilisé. L'avantage, c'est que j'ai juste à double-cliquer et à le corriger. Et là, il me dit, c'est bon, ça c'est réglé, c'est conforme à ce qu'on attend, c'est bon pour la facturation électronique. Donc ça, c'est sur la partie paramètres société. Cette partie-là, donc si ça évolue, l'assistant de conformité va évoluer et on pourra forcément, du coup, traiter ces cas. Également, au niveau de l'assistant de mise en conformité, je vous l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais on a la possibilité d'effectuer les contrôles de cohérence des comptes tiers actifs et de traiter uniquement des tiers facturés. Forcément, si j'ai une base qui fait, c'est pas mon cas, mais si j'ai une base qui fait 2000 clients, par exemple, c'est peut-être bien de déjà réduire aux clients avec lesquels je travaille encore. Donc ici, je vais pouvoir cocher cette case. Moi, je ne vais pas la cocher parce que je n'ai pas suffisamment de matière, mais si je fais fin, voilà, le logiciel va m'indiquer tout ce qui pose problème. Donc forcément, toutes les entreprises qui sont situées en France et pour lesquelles je n'aurai pas de SIRET, le logiciel, il va me l'indiquer comme étant une erreur. Et ici, il va également me le signaler. Bon, là, c'est des sociétés fictives, donc je ne peux pas le renseigner. Mais si je prends ici, alors j'ai un client divers, il me dit le pays du tiers est obligatoire. Effectivement, je reprends l'idée, mon client est en Belgique, il faut que je le signale. Donc là, il me dit attention, on a pris un client en Belgique, mais l'identifiant de TVA n'est pas renseigné. Bon, c'est pas grave. Pour exemple, ça sera bien. Et donc ici, ça disparaît de ma liste. Donc je vais vraiment, avec cet assistant, pouvoir effectuer des modifications. Je vais pouvoir aussi affecter en masse les pays si je vois que c'est une erreur qui revient beaucoup sur certains sujets, notamment ici
les notions d'affectation de pays, les notions de type d'assujettissement. Hein, donc ça fait partie des nouveaux champs. Est-ce que c'est un assujetti à la TVA ou est-ce que c'est un particulier, un non assujetti? C'est ce que vous a expliqué tout à l'heure, Sandrine. Est-ce que c'est un client du coup qui va être plutôt concerné par le invoicing ou est-ce que ça va être un client qui va plutôt être concerné par le e-reporting, hein, sous-entendu? Puisque ça va donc nous permettre de définir les flux. Donc si ici je vais avoir cette notion, je peux très bien dire, ok, je sais que tous ces clients-là, en fait, sont des particuliers, et donc je vais pouvoir aller modifier mes tiers et dire, ok, ici, c'est des particuliers ou des non assujettis. Et donc le logiciel, il va aller me l'indiquer. Ok, il attend plus de numéro de SIRET pour un particulier ou un non assujetti, ça ne pose plus de problème. Ça fait partie des nouveaux champs, si je vous les montre rapidement en petit aparté, dans les paramètres ici, au niveau de la partie facture électronique. Hein, ici, j'ai des nouveaux champs qui sont indiqués, qui sont prévus pour la suite des événements. Donc voilà, donc ici, vous voyez, vous avez tout un tas de contrôles qui sont faits automatiquement et donc qui peuvent être des contrôles, après c'est en cascade, c'est-à-dire que si je renseigne des éléments, il va me demander, comme là tout à l'heure, j'ai renseigné le pays, derrière il va me demander l'identifiant, le code EDI, voilà, ici le code EDI ou autre identifiant qui doit être saisi pour une entreprise hors UE assujettie à la TVA. Voilà, donc ça c'est tous les cas un peu particuliers que je peux rencontrer. Je vais également pouvoir faire le recherche SIRET, donc ça c'est avec l'API Sirène, hein, donc directement ici, rechercher le SIRET d'une entreprise. Si les critères sont remplis, on va pouvoir faire cette recherche. Donc là, en l'occurrence, comme c'est des sociétés fictives, la recherche SIRET ne fonctionne pas forcément idéalement. Également, un autre aspect qui est assez intéressant, au niveau de la fiche client, je vais avoir directement au niveau de ma liste la possibilité, donc là ici c'est l'affichage sans data clean and control. Donc sans data clean and control, j'ai mes numéros, mes intitulés clients, et donc pour savoir si je suis en conformité, c'est pas forcément évident. Avec l'option data clean and control, je vais avoir la possibilité d'afficher ici mon statut facture électronique, donc voir mes clients qui sont prêts pour être facturés avec la nouvelle réforme. Et je vais retrouver ici la liste de mes anomalies facture électronique, donc le pays obligatoire, le SIRET qui est manquant. Donc ça, c'est des éléments que je vais pouvoir du coup aller enrichir. Alors à tout hasard, si je vais sur ce client et que je vais ici rechercher le numéro de SIRET, on va regarder, bon, le client Topaz, il n'y a pas de société qui s'appelle Topaz, donc effectivement, il ne va pas me retrouver. Mais néanmoins, si c'est une société qui existe, si je crée ici un nouveau client, par exemple, et que je prends extrémité, au hasard, je vais rechercher. Donc là, ici, on va avoir toujours cette notion de code postal qui est maintenant présente depuis quelques versions. Donc, si j'ai une fiche comme ça qui est, on va dire, à moitié remplie, forcément, ici, on va mettre le SIRET est obligatoire. Donc, l'avantage, c'est qu'en un clin d'œil, tout de suite, sur Data Clean Control, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je peux aller ici et je vais pouvoir aller faire une petite recherche. Alors, je n'ai pas de critères. J'ai sans doute orthographié, mais en l'occurrence, ici, on va pouvoir faire cette recherche. Je sais pas. Non, alors là, il ne me retrouve pas la société. Alors, normalement, ça fonctionne, c'est la magie de la démo. Mais effectivement, ici, on va pouvoir retrouver le tiers et donc retrouver le numéro de SIRET à ce niveau-là. Voilà pour Data Clean and Control. Donc cette option, alors l'option de recherche du SIRET, ce n'est pas Data Clean and Control. Je referme la parenthèse, c'est l'API Sirène. Data Clean and Control, lui, va nous faire surtout les alertes et les alertes du coup qui vont être évolutives. Donc je referme un petit peu la parenthèse, mais vous voyez, c'est quand même un outil qui est bien pratique et qui est assez indispensable pour la préparation parce que demain, je ne sais pas forcément chez tous nos clients quelles sont, on va dire,
la richesse, on va dire, des fiches au niveau de ces paramètres. C'est peut-être très bien renseigné, il manque aucun numéro de tirette, aucun pays. Et encore, dans ce cas-là, je vais vous dire que le fond du souci, c'est est-ce que c'est bien paramétré comme attendu? Parce qu'on l'a peut-être bien renseigné, enfin on pense l'avoir bien renseigné, mais c'est peut-être pas paramétré comme attendu. L'autre volet aussi, c'est par la suite, en création de fiches, c'est prévu dans les évolutions, je ne trahis pas de secret, de pouvoir avoir ce type également de contrôle qui va pouvoir être relancé. Donc voilà, ça c'est un sujet qui est vraiment important. Au-delà de data clean and control, il y a également quelques nouveautés fonctionnelles sur la partie finance. On va retrouver notamment un petit bouton qui va nous permettre d'accéder aux relances, parce que effectivement, même si forcément les efforts sont quand même consacrés à la réforme de la facturation électronique, parce que c'est un gros volet, je reviens un petit peu en arrière, le produit va continuer aussi à évoluer en termes d'enrichissement fonctionnel, de nouvelles fonctionnalités. Voilà. Effectivement, la priorité chez Sage, c'est d'être toujours en conformité. Et c'est un des aspects qui est important, d'être en conformité avec les obligations légales. Donc aujourd'hui, c'est une version qui est très riche de nouveautés autour de la réforme de la facturation électronique, mais vous allez voir, il y a quand même quelques nouveautés qui sont purement fonctionnelles et dont certaines qui sont vraiment très intéressantes. Ici, on a un accès aux relances depuis la fichière. Donc, ça permet de préfiltrer sur son compte tiers et d'avoir juste un bouton quand je suis sur le client pour lancer ma relance. Je ne suis plus obligé de passer par mon traitement de rappel relevé. Pour rappel, pour la relance, c'est également possible de passer par l'outil Sage Recouvrement Créance, pour lequel il y a des webinaires qui sont à disposition également sur notre chaîne YouTube. C'est un sujet qui vous intéresse. On va également avoir la possibilité de filtrer dans la liste des journaux sur les journaux mis en sommeil. Alors, c'est aussi quelque chose qui est pour moi très intéressant. Alors, c'est une petite nouveauté, mais l'intérêt de cette nouveauté, pour moi, c'est notamment pour tout ce qui est banque. Quelquefois, on a travaillé avec une banque, puis avec une autre, puis encore avec une autre, où on en a eu 3 ou 4, et puis finalement, on n'en a plus qu'une. Et forcément, comme c'est des journaux qui ont été mouvementés, on ne peut pas les supprimer. Maintenant, on peut les mettre en sommeil pour ne plus les afficher dans la liste des journaux. On va avoir également des nouveautés qui concernent les devises sur les mises en page. Maintenant, on peut avoir des totaux en devises sur des modèles personnalisés. Donc là, on est vraiment dans le cas spécifique des devises. Je peux appeler, j'ai des nouveaux champs qui me permettent d'appeler sur les modèles personnalisés. Par exemple, si je fais un grand livre des comptes en dollars, pouvoir aller personnaliser le modèle de mise en page pour afficher ça. Donc là, on est sur un cas vraiment très, très particulier. Le rapprochement bancaire automatique, maintenant, on va afficher par défaut les écritures comptables avec un filtre qui va se faire sur les écritures qui ont moins d'1 mois. Puisque l'intérêt du rapprochement bancaire automatique, pour ceux qui l'utilisent, déjà, ça va être de faciliter le rapprochement, donc de récupérer son extrait de compte journalier et d'aller le rapprocher avec ses écritures en comptabilité. On va dire classique pour un rapprochement bancaire. Mais du coup, l'intérêt du rapprochement bancaire automatique, quand je l'utilise, c'est de le faire quasi quotidiennement. Si je le fais quasi quotidiennement, je n'ai pas forcément besoin d'aller voir les écritures sur une date trop ancienne. Donc, ce filtre, il est mis par défaut. Ça permet de rétrécir et d'éviter de comparer un extrait du 31 janvier, donc sur un mois, avec des données de toute la période. Donc, ça permet vraiment aussi de faire cette recherche. Également, maintenant, on a un service de signature des archives et un certificat d'archivage. Donc ça, c'est une mise en sécurité des archives fiscales, puisqu'on va pouvoir générer… Alors, techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire pour vous, hein, c'est activer le service simplement auprès de Sage donc ça se fait dans les paramètres société, et ça va vous permettre d'avoir une archive qui va être signée avec un fichier PDF qui va authentifier le contenu du point zip et un fichier texte qui va regrouper en fait les informations sur la sauvegarde en question. Donc ça, c'est un petit service qui est fourni et qui est quand même assez intéressant parce que ça permet encore une fois de sécuriser la sauvegarde fiscale. Donc la sauvegarde fiscale, pour rappel, depuis les versions 3, c'est la nouvelle façon de clôturer pour être mise en conformité avec la loi antifraude à la TVA. Donc le système de clôture a un peu évolué sur Sage sans comptabilité depuis cette version 3.
Maintenant, on passe plus par la clôture des journaux, on va dire classique. On passe pour faire cette clôture par la sauvegarde fiscale des sociétés, qui va également permettre d'aller générer les archives fiscales, les documents, balance, grands livres, journaux, au moment de la clôture. Donc voilà, un petit plus au niveau de la gestion des archives. Autre nouveauté, c'est important à chaque nouvelle version, donc c'est la version qui va être compatible avec la V17 pour les états comptables et fiscaux. Donc c'est la V17 état comptable, donc pour le lien avec la comptabilité V10. La V17, il faut être en V17 des états comptables et fiscaux. Vient s'ajouter un ajout de numéro d'ordre au niveau de la déclaration, ceux qui font les transferts de déclaration des revenus des capitaux mobiliers. On va avoir un ajout du numéro d'ordre et un compteur du millésime dans les paramètres société. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est un cas un peu particulier, puisque tout le monde, déjà, ceux qui utilisent l'alias font principalement l'alias fiscal uniquement. Voilà. Après, c'est possible de le faire sur les revenus des capitaux mobiliers, bien sûr. Donc ça, c'est les quelques nouveautés finance comptabilité. On va également avoir quelques nouveautés au niveau de la gestion commerciale. Et là, je commence pour moi par les deux nouveautés qui me paraissent le plus intéressantes, à savoir la possibilité de mettre à jour la comptabilité en automatique par une commande externe. Alors, vous savez qu'il y a des commandes externes qui existent au niveau de Sedge en général, qui nous permettent notamment de faire des réajustements des cumuls planifiés, donc pour recalculer les valeurs de stock, qui permettent également de faire des incorporations d'extraits bancaires. Donc on l'utilise aujourd'hui principalement pour ces deux actions. Et maintenant, il est possible aussi de mettre à jour la comptabilité. Donc la mise à jour comptable, c'est le fait de basculer la facture de gestion commerciale vers la comptabilité Sedge sous forme d'écriture. Donc cette mise à jour comptable, elle peut être automatisée. Alors l'intérêt de l'automatiser, c'est quoi? C'est que ça peut être fait du coup hors production. Et donc lorsqu'on est très nombreux à utiliser la comptabilité et la gestion commerciale en simultané, ça évite d'avoir des blocages. Également, une autre nouveauté, c'est la notion de documents liés lorsqu'on avait des reliquats. Donc, vous savez qu'il est possible au niveau des documents commerciaux de la gestion commerciale de rattacher des pièces. Le problème étant par le passé que le document lié n'était plus rattaché lorsqu'il y avait du reliquat. Maintenant, j'ai le choix de conserver le document, alors quelque part un peu en double, mais surtout de le garder à la fois sur le document transformé et sur le reliquat. Il y a également eu des optimisations d'affichage sur la gestion des réceptions. Donc, il va être possible maintenant de trier sur chaque colonne de la liste dans la gestion des réceptions fournisseurs, donc il y a des fonctions disponibles au niveau de la gestion commerciale. Il va également être possible de faire l'interrogation des séries lots directement depuis la fiche client. Donc, lorsque je gère un article en numéro de série ou en numéro de lot, le problème, c'est que le suivi, l'interrogation de la traçabilité, j'étais obligé de ressortir de la fiche et d'aller dans traitement, suivi traçabilité série lot pour pouvoir aller consulter mon article. Et maintenant, je peux le faire directement à partir de la fiche article. Ça, c'est un petit gain de temps. Du coup, la gestion des registres de taxes de type acompte. Donc ça, c'est également une des nouveautés de la version 9, puisque vous savez que depuis le 1er janvier de cette année, la TVA, même dans le cadre de TVA sur les débits, est exigible dès lors qu'il y a eu un acompte. Donc pour la partie de l'acompte. Donc ça, c'est un sujet qui est assez important aussi. Et donc forcément, il faut gérer cette partie-là au niveau des registres de taxes pour que la déduction se fasse bien de l'acompte lorsque la facture définitive arrive en comptabilité. Donc, il y a eu des nouveaux documents, donc la notion de facture d'acompte qui est désormais présente sur depuis les versions 8 ou 9, j'ai un petit doute maintenant, et la gestion surtout des registres de taxes qui intègre cette notion de typologie d'acompte, et donc on peut faire aussi via la mise à jour comptable indirecte. Voilà pour les quelques nouveautés de la version, donc les nouveautés fonctionnelles. Voilà, donc bien sûr, on est à votre disposition pour toute question. Je rends la main à Sandrine qui va nous parler un petit peu d'automatisation comptable pour refaire également une petite transition sur notre sujet RFE et puis sur l'automatisation comptable en général. Alors,
Effectivement, on va parler de Sage Automatisation Comptable ou ACS pour ceux qui connaissent. Simplement, vous l'avez bien compris, quand on traite de la facture électronique, il y a certains cas où effectivement, je vais continuer à traiter des factures qui ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique. Donc, il va falloir que j'ai un process pour les factures électroniques, pour les factures qui sont hors de ce périmètre. Cette automatisation comptable, c'est un logiciel qui va vous permettre d'avoir une plateforme multicanale, c'est-à-dire je vais pouvoir traiter à la fois les factures qui sont dans le cadre de la facture électronique, les factures qui continuent à arriver par mail, les factures que je pourrais scanner pour pouvoir les traiter, pour avoir une centralisation en tout cas de mes achats unifiés au travers de ce logiciel. L'avantage également, c'est que je vais pouvoir mettre des circuits de validation sur ces différentes factures. Sur ces circuits de validation, je vais pouvoir mettre différents statuts, différents valideurs pour avoir justement et savoir si je dois ou non régler cette facture. Le but également, c'est d'avoir une imputation comptable automatique, mais surtout une imputation comptable détaillée, puisque l'imputation comptable dans le cadre de la facture électronique simple, je vais le faire bien sur les informations d'en-tête et de pied de document. Tandis que là, sur la facture électronique avec automatisation comptable, je vais bien au-delà puisque je vais être capable également de faire de l'écriture comptable au travers des lignes de facture, c'est-à-dire d'être capable en fonction des différents articles, eh bien, de pouvoir avoir mes différents comptes comptables et surtout mes répartitions analytiques qui se feront en fonction des articles. Et puis, bien évidemment, cette automatisation comptable, c'est également l'archivage de mes documents pour vous éviter d'avoir vos armoires derrière vous, hein, toujours les mêmes, qui débordent. Et bien là, je vais avoir vraiment cet archivage-là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un point d'entrée unique. Alors, vous avez ici l'impression de cette automatisation comptable, où vous voyez certaines factures qui apparaissent en bleu, ce sont ce sont mes factures qui rentrent dans le cadre tout simplement de la facture électronique. Et les factures qui apparaissent en rouge, ce sont des factures PDF, donc des factures que j'ai reçues via des mails, donc qui ont été incorporées. Donc déjà, là, je suis multicanal et surtout, j'ai qu'un seul et même point d'entrée qui va me permettre tout simplement de traiter de manière uniforme l'ensemble de mes factures. Si on regarde un peu, quand j'ai ma facture, le but de l'automatisation, c'est de vous faire gagner du temps. L'automatisation, c'est aussi de la reconnaissance. Donc, lorsque le logiciel va lire ma facture, j'ai une reconnaissance qui va se faire des différents champs et je vais pouvoir bien, générer en automatique mes comptes comptables, mes répartitions analytiques que je vais pouvoir faire pour justement anticiper au plus juste derrière les écritures comptables que je vais tout simplement retrouver. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, le but, c'est de passer l'écriture comptable. Par défaut, on va dire l'en-tête et le pied de document. Alors là, vous avez la traduction simplement de l'en-tête et du pied de document sur les différents champs qui ont été détectés pour visualiser les informations. Mais c'est surtout aussi d'aller au-delà de l'en-tête et du pied et d'aller sur vraiment du point précis en disant, par exemple, eh bien, un cas tout simple, hein, j'achète des logiciels, eh bien, je vais ventiler telle section analytique. Et là, la reconnaissance de chaque ligne en fonction des articles va pouvoir être basculée sur un compte comptable et sur une ventilation spécifique en pré-enregistrement. Donc, on va vraiment avoir de l'analyse pointue qui va se coupler, bien évidemment, à ce que je vous ai dit, c'est le workflow de validation. Et donc là, on a un process complet autour de l'automatisation comptable qui se couple à la facture électronique pour vraiment avoir bien tout simplement des informations qui vont se traiter de manière très simple, très facilement et qui vont vous faire en tout cas gagner du temps. Merci Sandrine. Je me permets juste de revenir un petit peu en arrière, puisqu'il y a un élément qu'on a passé, c'est le petit schéma de présentation. C'est moi qui ai commis cette bévue. Je te laisse reprendre la main. Alors, pour la réception des messages. Il y a un schéma que je voulais vous montrer. Donc, on a notre gestion commerciale, notre comptabilité Sage que vous connaissez, que vous maîtrisez.
si tu peux, voilà, on a cette automatisation comptable qui peut venir en tout cas et qui vient se coupler à ces produits. Le e-invoicing, on est bien d'accord, on peut le traiter que ce soit avec la comptabilité, la GESCOM ou avec automatisation comptable. On a des flux qui vont arriver un peu de partout, des courriers, des emails, mon portail, puisque je vais avoir de la facturation électronique. Maintenant, je vais me dire, est-ce que je veux automatiser un peu toutes ces informations-là? Eh bien, oui, je veux automatiser. Donc, forcément, si je veux automatiser pour me faire gagner du temps et surtout avoir des traitements beaucoup plus simples et plus fluides, je vais partir avec cette automatisation comptable. Cette automatisation comptable va me capturer ma facture électronique, va me capturer également mes autres flux et ça va me permettre de dire, bah, j'ai l'automatisation qui va se faire de la lecture de cette facture avec soit mon écriture comptable simple, soit mon écriture comptable liée à mon analytique. Et ces informations-là, eh bien, je vais venir tout simplement les générer dans ma comptabilité pour pouvoir après, à la fin, bah, faire le paiement. Maintenant, je vous ai dit, on a notre facture électronique, certes, mais on aura toujours des flux qui seront hors de la facture électronique. Eh bien là, je vais avoir le scan de ces factures. Je vais avoir l'automatisation avec l'ostérisation qui va me reconnaître les informations. Et puis là, je vais pouvoir ensuite, alors que ce soit de la facture électronique ou que ce soit de ces factures qui proviennent d'autres entrées, eh bien me dire, ces factures-là, je veux mettre un circuit de validation parce que j'ai besoin que dans mon entreprise, certaines personnes viennent valider les informations. Eh bien là, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai Dupont-Durand qui doivent valider. Ils vont valider. Une fois que c'est validé, eh bien mes écritures, le but, hein, c'est toujours de récupérer en comptabilité ces écritures pour pouvoir après faire le paiement. Et forcément, on aura aussi une historisation, un archivage de ces différents documents pour avoir beaucoup plus de facilité, de simplicité à retrouver les éléments. Voilà, c'était le schéma effectivement pour vous expliquer un peu les Merci. flux. Mais c'est pas grave de le faire après, c'est pas gênant. Je suis désolé pour cette Voilà. opération de déstabilisation. Je te remercie en tout cas pour cette présentation. Et je vous remercie à tous pour votre attention. On va pouvoir passer un petit peu sur les différentes questions. J'ai vu passer quelques questions. N'hésitez pas à passer par le chat hein, si vous avez des questions. J'ai une première question, effectivement. Alors, comment sera gérée la facturation fournisseur faite par le client dans le cadre, donc là, on est dans le cadre du secteur agricole, hein, ce qui nous est précisé. Alors, tous ces cas métiers, alors actuellement, nous, on ne s'est pas encore forcément penché dessus, mais effectivement, ça fait partie des cas, des nombreux cas particuliers qui peuvent exister. Effectivement, tous ces cas-là, ils vont être intégrés à la facturation électronique. Donc, il y aura des règles à respecter et ce sera traité en conséquence. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment techniquement ça va être géré au quotidien, à moins que Sandrine ait une réponse à ce sujet. Alors, mais ça fait partie de tous les cas métiers qu'on verra ensuite, hein, bien sûr. c'est ça, c'est effectivement un des cas métiers. Alors, allez voir peut-être dans la fiche sur laquelle vous aurez le lien où il se peut hein, que cette particularité a été traitée, mais a priori, ça ne me dit rien. Mais en tout cas, c'est au travers de cette fiche où la DGFiP va simplement expliquer comment gérer justement tous ces cas un peu spécifiques et de quelle manière vous allez devoir les gérer. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas forcément des questions sur lesquelles on peut répondre. Alors, je rebondis aussi sur le sujet, effectivement, ces cas métiers, ils sont nombreux hein, dans cette fiche. Oui. Pour l'avoir un peu parcouru, bon, il faut retrouver le cas dans lequel on se situe. Et c'est une histoire de flux et de choix du flux qui sera effectué. Voilà, donc ça, c'est des sujets, effectivement, qui seront abordés dans les prochains mois, j'imagine. Voilà. Donc, on reviendra de toute façon les cas métiers. Forcément, je pense qu'on en reparlera par la suite. J'ai une autre question. L'option Data Clean peut-elle être mise sur la V8 ? Alors,
C'est une bonne question. La réponse est non, effectivement, c'est une option qui est disponible à partir des V10. C'est pour ça que cette version 10, c'est vraiment la version pour commencer à se préparer à la facturation électronique. C'est vraiment, essentiel de commencer pour pas être, enfin, j'ai envie de dire, faut prendre le train tant qu'il est encore en gare. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite des événements. Une fois que le train sera démarré, effectivement, faudra sauter dedans en marche. Donc, ça sera toujours possible, mais c'est plus simple, je pense, c'est plus confortable pour les entreprises de démarrer progressivement cette mise en place de la réforme, quoi. Alors, je vais juste, si tu me permets, je complète juste effectivement. Sur les versions 10, on a ajouté de nouveaux champs qui n'existaient pas pour la facture électronique, justement. C'est pour ça que Data Clean and Control n'est disponible qu'à partir de la version 10, parce qu'avec les versions antérieures, on ne pourra pas faire de facture électronique du fait que l'administration nous a demandé d'ajouter des champs supplémentaires pour les déclarations via la facture électronique. Merci pour cette précision. Il y a un coût supplémentaire, effectivement, pour cette option. C'est une des questions qui est posée. On pourra vous fournir les informations nécessaires. Pour le coup, sur cette question, je ne suis pas forcément l'interlocuteur dédié. Vous avez vos interlocuteurs qui pourront vous renseigner à ce sujet-là. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Alors, comment ça se passe lorsque nous utilisons un logiciel métier pour effectuer les factures clients? Eh bien, effectivement, aujourd'hui, moi, et Sandrine et moi, on vous parle de Sage, mais une des questions qu'il faudra poser à vos éditeurs de logiciels, si c'est des éditeurs connus et reconnus, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas forcément de soucis, mais il faut quand même poser la question de savoir où ils en sont, tout simplement. Est-ce qu'ils sont prêts? Quel est le format qui a été choisi? Est-ce qu'ils seront opérateurs de dématérialisation ou est-ce qu'ils se portent candidats PDP? Voilà, puisque aujourd'hui, il y a tout un enjeu, effectivement, sur des solutions éventuellement qui seraient développées en spécifique de mise en conformité. Là, c'est intégré à la version 10. Les champs sont intégrés à la version 10 de Sage dans le cadre de votre contrat, voilà, où il y a les mises à jour sont incluses, et donc forcément l'option, enfin les champs, pardon, pas l'option, mais les champs qui sont ajoutés seront présents. Voilà. Si vous avez d'autres solutions, il faut poser la question à vos éditeurs de logiciels. Voilà, poser la question à vos éditeurs de logiciels. Ok. Je suis en train de regarder un petit peu les questions. Il y a quand même pas mal de questions. Alors, cette automatisation comptable, c'est une option, c'est un module même complémentaire. C'est pas une option de la version 10, cette automatisation comptable, c'est un module au même titre que les immobilisations, moyens de paiement. C'est vraiment une des solutions qui va vous permettre surtout de faciliter l'entrée en réception dans le invoicing. L'idée, c'est vraiment d'intégrer ça et de profiter quelque part de cette opportunité aussi que va être la réforme de la facturation électronique pour digitaliser aussi vos processus d'acquisition des factures entrantes. Donc il ne faut pas hésiter à revoir aussi en place certains processus pour la facture entrante. Voilà, donc effectivement, c'est un module. C'est un module pour le Sage Automation comptable. Alors, l'option Data Clean est-elle nécessaire pour les sociétés qui ne passent pas par la facturation client? Alors, j'ai pas la slide sous les yeux, mais effectivement, vous allez quand même avoir les notions qui sont celles du e-reporting. Et certains éléments devront passer par la comptabilité ou les moyens de paiement pour la communication avec la plateforme.
Donc effectivement, même si la solution de facturation est tierce, l'option Data Clean and Control vous permettra de préparer votre logiciel. Alors, je vous l'ai montré en gestion commerciale, mais elle est aussi disponible en comptabilité. C'est important. Tu voulais dire quelque chose, Sandrine, pour préciser peut-être? Ah non, Ah, ok. non, c'est parfait. J'ai eu un petit écran qui a clignoté. Donc, voilà. Donc, effectivement, pour certains cas, il faudra enrichir aussi votre base de comptabilité, de toute façon. Alors, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Je les ai un peu défilées. Voilà, je ne sais pas si je suis remonté. Alors, une question qui est intéressante, c'est est-ce que vous traiterez encore du papier pour les factures à l'étranger? En fait, les factures à l'étranger, déjà, soit les factures entrantes. Pour les factures entrantes, oui, forcément, si je vous envoie des factures qui proviennent de l'étranger, ils ne sont pas d'obligation de passer par le portail. Pour l'émission des factures, vous pourrez encore traiter du papier, mais il faudra préparer du coup la partie e-reporting. Et effectivement, en synthèse, Samuel a tout à fait raison, anticipation. C'est vraiment le maître mot, parce qu'en fait, comme je vais le dire un peu en préambule, lorsqu'on j'ai démarré sur la partie anticipée 700 V10, ce qui est important de noter, c'est que le calendrier initial, bon, côté éditeur, je ne me faisais pas trop de soucis. Je me faisais du souci pour nos clients, hein, bien sûr, c'est un peu notre rôle aussi. Mais effectivement, l'idée de faire évoluer ça pour juillet 2024 et potentiellement donc pour la réception et pour l'émission pour certains 1-2 ans plus tard, on va dire, c'était relativement court pour ce que ça a occasionné comme changement. Hein. Donc c'est un sujet, et Samuel aussi, tu as raison d'insister là-dessus, qui concerne toute l'entreprise. Souvent dans les webinars et les séminaires, on voit les personnes qui sont du service comptabilité, qui sont au cœur de la facturation, mais ça va aussi avoir des incidences sur vos services, sur votre service commercial. En fait, ça va concerner tout le monde. Donc, il y a vraiment un sujet de sensibilisation et d'accompagnement interne à l'entreprise, parce que les process peuvent être amenés à changer au niveau de la facturation. Alors on n'en a pas parlé, mais il y a aussi par rapport au e-reporting un timing qui va être à respecter. Ça sous-entend qu'on ne pourra pas forcément faire la facturation aussi librement qu'on le faisait par le passé. Donc, c'est des sujets qu'il va falloir retravailler au sein de l'entreprise, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on commence à vous informer sur ces sujets-là pour vous sensibiliser. Les versions logicielles commencent à sortir, comme vous pouvez le voir. Hein. On a déjà sur Sage une version 10 qui permet d'anticiper. Voilà, donc c'est vraiment un sujet au niveau au niveau de la facturation électronique. Donc après, alors je vois qu'il y a d'autres questions sur des cas métiers. Hein. J'ai lu pas la question. Aujourd'hui, on n'a pas forcément tous les cas métiers disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme, elle n'est pas encore ouverte. La phase de test n'est pas encore démarrée au niveau de la plateforme. Mais effectivement, ces questions, il faut bien se les poser. Il faut bien se les poser. Commencer à regarder sur le petit lien qui a été donné et qui permet d'aller directement sur le site du gouvernement. Après, on peut le retrouver directement sur le site du gouvernement, mais avec tous les cas métiers et tous les cas particuliers et donc tous les flux que cela engendre au niveau du portail. Mais demain, c'est des sujets qui forcément vont être travaillés et voilà, pour lesquels on aura peut-être des particularités en termes de paramétrage ou en termes d'envoi. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire. Je vous remercie
encore une fois, toutes et tous, pour votre attention et pour vos questions, bien sûr. N'hésitez pas. De toute façon, on va continuer à essayer de maintenir un rythme. Je remercie encore une fois aussi Sandrine pour son accompagnement sur le sujet. Et nous, on va continuer aussi dès qu'on a des nouvelles informations et qu'on a des nouveautés à vous communiquer autour de ce sujet, à revenir vers vous, de toute façon. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.